Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Hello. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée très spéciale qu'on adore au micro du podcast. Et cette invitée, c'est Maureen Meslay. Alors Maureen, on t'a découvert, nous, sur Instagram, au travers notamment d'une vidéo que tu avais fait avec Paul, ton amoureux. Et on a vraiment adoré ta vibe, enfin votre vibe, et surtout votre complicité et la vision du couple que vous prônez tous les deux, et nous qui nous parle complètement avec Johan. Et un jour, une de nos abonnées, gros big up à elle d'ailleurs, nous a suggéré l'idée de t'inviter au micro. Et cette idée nous a enchantés, et ça tombe bien en plus puisque tu viens de sortir un bouquin, un livre qui s'appelle « Quand le couple répare ». Et donc cet entretien sera aussi l'occasion pour toi de parler de ce bouquin qu'on a lu et qu'on a adoré d'ailleurs, qui nous a beaucoup parlé sur plein de sujets. Donc je vous recommande chaudement d'aller vous procurer ce livre très intéressant. Je te présente un petit peu, Maureen, si tu es d'accord. Donc, tu as été infirmière pendant plusieurs années en milieu hospitalier. Puis, tu t'es formée, entre autres, à la thérapie de relations d'aide, au coaching de couple, à la CNV, à la PNL, entre autres, parce que tu as aussi beaucoup d'autres outils à ton actif. Et voilà, tous ces enseignements, tu les transmets aujourd'hui en consultation et aussi sur les réseaux sociaux à travers ton compte Instagram. Et également, notamment, à travers aussi une méthode thérapeutique que tu as développée et qui s'appelle Couple Allié. Et on en reparlera aussi pendant cet épisode, c'est sûr. Donc, tout d'abord, première question un peu signature du podcast. Est-ce que, selon toi, le couple est une voie? V-O-I-E. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'est une voie que j'explore depuis un bon moment. Donc, moi, je pense en effet que c'est un chemin, que c'est une initiation. Et une initiation où il peut se passer beaucoup de choses. Moi, j'aurais tendance à dire la relation, mais la relation de couple, d'autant plus dans tout ce qu'elle peut venir réveiller et bousculer à l'intérieur de soi, mais aussi ouvrir, en fait. Donc, pour moi, c'est véritablement une voie initiatique. C'est celle que j'emprunte depuis longtemps. C'est là aussi où ça a du sens pour moi d'accompagner les gens dans cette voie-là. Et ça ne doit pas devenir à tout prix une injonction. Genre, il faut à tout prix être en couple pour se rencontrer, se réparer, mieux s'aimer. Par contre, au même titre que la parentalité ou pour certains, d'autres espaces, la reliance à la nature, le sacré, la musique, tu vois? J'estime que voilà, il y a plein de dimensions de la vie qui peuvent devenir des chemins dans lesquels on va véritablement se rencontrer soi et rencontrer l'altérité et donc mieux se connaître aussi au travers de l'autre. Ouais. On a été assez impressionnés par l'histoire de votre relation avec Paul. C'est une histoire qui est presque digne d'un film. Vous vous connaissez depuis extrêmement longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans rentrer dans les gros détails pour pas gâcher la surprise aussi aux lecteurs qui te liront par la suite, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, après, il y a plus trop de surprises, étant donné que c'est quelque chose dont je parle quand même pas mal sur mes réseaux, Oui. ou à d'autres espaces où j'ai pu intervenir. Mais avec Paul, si je m'arrête seulement à cette vie, à cette incarnation-là, on s'est rencontrés quand on était au collège. On était dans la même classe, en 6e et en 5e. Et donc, on s'est rencontrés à 12 ans à peu près, enfin 11 ans et demi, 12 ans, quoi. Et ça a été assez rapidement une rencontre très impactante pour l'un comme pour l'autre. Alors lui, il en a
il en a d'autres mots. Enfin, il le définirait autrement. Moi, j'ai pas eu un Big Bang comme ce qu'il explique lui de son côté. Par contre, j'ai eu une paradoxalité déjà dans le lien, une grande ambivalence avec à la fois beaucoup d'attraction, de volonté de me relier, de connecter, une vraie curiosité et en même temps beaucoup de répulsion en fait aussi vis-à-vis de tout ce qui me semblait représenter en fait et de tout ce qui dégageait aussi, j'imagine émotionnellement et énergétiquement. Donc voilà, donc on a fini par se mettre ensemble. Je fais un peu en abrégé, hein, mais on a fini par se mettre ensemble. On a vécu déjà une relation qui était très épistolaire, si je puis dire, parce que ça se passait beaucoup sur MSN. Et puis après, on était dans le même village. Donc, on se voyait à l'extérieur. Voilà, c'était cool, mais c'était une petite amourette, si je puis dire. Et puis, on a fini par se séparer, puisque j'ai fini par faire quelque chose que je comprends sans comprendre. On s'est séparés et puis on s'est retrouvés au lycée. On a passé, voilà, à nouveau une relation très forte, très amicale, très profonde et en même temps une relation qui était déjà complètement borderline sur le plan amoureux. Et on a fini par vraiment officialiser et à vivre notre histoire d'amour au grand jour. Et c'était extraordinaire, c'était incroyable, c'était fou, même quand on y repense maintenant à nos âges, on a toujours beaucoup de gratitude tous les deux d'avoir pu vivre et expérimenter cet amour-là, cet amour fou de l'adolescence. Et évidemment, comme tous les amours fous qui sont tributaires de leur environnement, indéniablement, et puis de notre immaturité respective, et puis moi de toutes les complexités qui se passaient en interne dans ma famille et la violence et ce que j'absorbais indéniablement, ça a fini par nous mener au mur. C'était qu'une question de temps, en fait. Hein. Et le mur a fait que Paul a fini par me quitter. Et ce, pendant 7 ans. Voilà, où j'ai plus de nouvelles de lui. Et donc, on a fait chacun nos vies, respectivement. Je pense qu'on a chacun tenté de survivre sur certains aspects. Et de l'autre côté, on a aussi ouvert des portes et aussi on s'est engagé sur de nouvelles voies que celles du couple. Et on s'est retrouvés maintenant il y a 6 ans bientôt. On s'est retrouvés où Paul est réapparu dans ma vie le jour même où j'étais censée clôturer la porte officiellement, si je puis dire aussi. Voilà. Et là, on s'est remis ensuite, on s'est retrouvés. Ouais, c'était une synchronicité incroyable Ouais. dans le bouquin. Ouais. Ben c'est en fait, je trouve que c'est aussi à l'image de la vie elle-même. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une conception, mais j'imagine comme vous, assez sacrée de la vie, qui est magique, en fait. Et il y a une intelligence quantique autour de nous qui est incroyable. Et c'est pour ça que je parlais de cette vie-là avec Paul. Mais pour moi, on n'est pas à notre première union, à mon avis. Et peut-être qu'on réussit aujourd'hui ce qu'on n'est jamais parvenu à réussir dans d'autres vies. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vraiment, peut-être, hein, moi, j'ai senti du dedans que j'allais définitivement fermer la porte. Je pense que Paul l'a senti aussi. Je pense qu'on a toujours été reliés. Je pense qu'il l'a senti. Je pense que la vie l'a senti. Et ça a été le moment où il fallait absolument envoyer quelque chose. Mais il y a eu plein d'autres synchronicités sur ces 7 années. Mais c'est vrai que celle-ci, c'est la plus forte. C'est celle qui parle le plus. Ah ouais, c'est fou. Et d'ailleurs, tu décrivais un petit peu, du coup, le contexte dans lequel tu as grandi, qui était un contexte assez violent. Et moi, je trouve que nous, on a fait là un épisode récemment sur les attachements, sur l'attachement insécure notamment. Et alors, je vais pas faire de diagnostic, hein, mais j'imagine qu'en ayant grandi dans un contexte familial assez violent, comme tu le décris, tu es peut-être la preuve, toi et Paul, hein, vous êtes un peu la preuve qu'il est possible de relationner sainement avec un background et avec un attachement de base qui est peut-être insécure. Ouais, parce qu'on a reçu énormément de témoignages de gens. Parce qu'on parlait beaucoup des différents types de couples insécures et des combinaisons qui existent. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la même question. Mais est-ce que c'est possible de faire couple quand on est d'une façon saine quand on a ce type de blessure? Et c'est revenu beaucoup ces interrogations là. Et c'est vrai que je trouve que ce que tu racontes et ton histoire et celle de Paul, je trouve qu'elle est hyper emblématique et elle donne beaucoup de force et de courage à tous ces gens qui traversent ce genre de choses. Donc ouais, je me demande si ça résonne ou pas par rapport à la théorie de l'attachement. J'imagine que c'est quelque chose dont tu as déjà entendu parler ou que. Mais oui, t'en parles un peu dans le bouquin avec ouais. d'autres termes en fait. J'ai vu l'échappée et le. Ouais.
Ouais, c'était une manière de revisiter évidemment, voilà, mon très cher Bolby, que j'affectionne, tout particulièrement, mais peut-être, avec une manière un peu plus vulgarisée et plus dessinée aussi, enfin un peu plus archétypale aussi pour que les gens puissent mieux s'identifier et puis en y ajoutant aussi moi ma touche personnelle évidemment et ma vision. Mais c'est évident que, comment dire? En fait, c'est assez régulier que les gens et moi la première, hein, sur d'autres dimensions, j'imagine que j'expérimente pas forcément, mais c'est assez régulier qu'on se pose la question du: «Mais est-ce que c'est possible?» Parce qu'en fait, tant qu'on l'a pas expérimenté soi ou qu'on n'a pas des gens autour de nous qui l'expérimentent, c'est très difficile d'avoir, Hem, je crois que parfois l'humain a besoin d'avoir, certaines preuves pour commencer à en croire en quelque chose. Et en même temps, je crois que la puissance de la résilience, c'est aussi de partir de rien. Souvent, je vois l'image du goudron avec, ces espèces de d'herbes ou de plantes qui vont pousser au-delà du goudron et on se dit: «Mais quelle illustration magnifique de la résilience!» C'est-à-dire que personne n'aurait envisagé que de ce goudron allait sortir une fleur, ou une plante ou de l'herbe. Ça paraissait incompatible, voilà, que le vivant puisse, s'expérimenter à cet endroit et pourtant, c'est bien parce que, bah, elle a quand même souhaité la nature, défie un peu les lois de l'univers que ça s'est produit et ben je crois que le couple et la synergie entre, 2 personnes qui sont issues de systèmes familiaux qui soient, insécures ou violents ou enfin voilà, maltraitants, peu importe, en tout cas qui ont pas un backstage, affectif, si je puis dire, sécure. Je crois qu'ils sont enfin ils ont en tout cas, la possibilité dans une certaine mesure, hein, évidemment, bon, il y a quand même des choses qui vont être indispensables pour que ça puisse fonctionner à un moment donné et c'est pas parce que ça fonctionne aujourd'hui que ça fonctionnera toute la vie. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut de l'audace, en fait. Il faut de l'audace, il faut du culot et c'est là où la théorie et la conceptualisation va avoir certaines limites. C'est-à-dire que moi, dans mon livre, j'ai essayé de conceptualiser des choses, j'ai essayé par le verbe, de nommer, des choses et en même temps, je me rends bien compte à plein de moments que je n'ai pas d'explication, et tant mieux, je n'ai pas d'explication, je n'ai pas de capacité à intellectualiser ou à conceptualiser, l'expérience de l'amour parce que l'amour, en tout cas de la manière dont je l'expérimente avec Paul, il y a des choses que je sais expliquer et il y a des choses où ça me dépasse en tant qu'être humain et je crois que c'est aussi ça, ouvrir le cœur à la magie et développer sa foi dans le couple, et cet espoir, en fait, cet espoir de se dire, «C'est vraiment ce que je veux, c'est vraiment ce qu'on veut, on est déterminé à cet endroit-là et on est prêt aussi, à faire les efforts et à se sortir les doigts du cul pour ça, en fait», tu vois? Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il y a une partie de ça qui ne s'explique pas aussi. Et j'ai l'impression que nous-mêmes, on joue ce jeu-là sur les réseaux à donner des conseils, tu vois, à beaucoup parler autour du couple. Et tu vois, on avait un précédent invité, Angelo, qui nous faisait cette objection-là. Il disait que dans le développement personnel en général, on est beaucoup à proposer des solutions à la question comment faire, en fait. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup, nous on a un format Dr Love où les gens nous posent un peu des questions de cœur et ils nous posent souvent la question mais comment faire quand ça se passe. Et lui ce qu'il disait et qui était très intéressant, c'était que parfois c'est bien de faire, c'est bien d'avoir des techniques, c'est bien d'avoir des connaissances qui nous permettent de mieux comprendre les relations et tout ça, mais il y a une part en fait qui échappe au faire et qui est simplement et qui est de l'ordre de l'être et d'être avec. Et je trouve ça intéressant aussi. C'est ça qui est compliqué, c'est de trouver aussi en tant que tu vois, que personne qui parle du couple sur les réseaux, qui publiquement en tout cas, de donner aux gens des clés de compréhension tout en se substituant pas à une autorité qui va leur dire quoi faire en fait. Et donc c'est faire s'interroger les gens sur les bons sujets tout en les incitant à cette espèce d'acte de foi de dépasser un peu le domaine des solutions actionnables pour entrer dans le cœur et dans la spontanéité. Et je trouve que tu mentionnais ça et je trouve que c'est pas toujours évident de trouver le bon ton en fait pour parler de ça en fait. Et je trouve que toi en tout cas tu le fais très bien.
Et ouais, ça me faisait évoquer ça, ouais, ça me... Ouais, mais alors ça résonne beaucoup pour moi ce que tu dis, et je suis complètement en adéquation avec ce que disait ce cher monsieur Angelo, je Ouais, crois que c'est tu as ça. nommé. Ouais, je suis complètement en adéquation avec l'idée qu'en effet, à un moment donné, tu vois, d'ailleurs, c'est une des choses qui a été posée sur mon livre. Très vite, ma maison d'édition m'a dit, bon, bah, c'est quoi ta méthode? Et j'ai dit, mais j'ai pas de méthode, en fait. J'ai une vision. Voilà, j'ai une vision, mais j'ai pas de méthode. Et je refuse d'avoir une méthode parce que la méthode, par définition, va m'enfermer et va enfermer les gens dans des cases. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait aussi la force, en tout cas, de ce que je partage sur les réseaux sociaux, probablement, dans l'impact du message, c'est que moi, mon intention, c'est de montrer aux gens, non pas la solution, parce que je l'ai pas, et que moi encore, tous les jours, j'expérimente de l'inconfort dans mon couple, des difficultés dans mon couple, donc des solutions, j'en ai pas. Par contre, j'ai une aptitude à me poser des questions. Et donc, je me dis qu'en partageant les questions que je me pose et en parlant de ce que moi, je vis dans mon couple ou de ce que Paul peut vivre dans notre couple, alors ça va permettre à certaines personnes de se sentir moins seules, en fait. Et je crois que c'est vraiment ça, le but de mon œuvre, tant au travers de mon livre, qu'au travers de mes réseaux, que quand on fait nos retraites de couple, on n'est pas du tout dans une posture, et je serai jamais dans cette posture-là, parce que moi-même, j'ai du mal avec les gens qui prennent cette posture. Je suis assez adhésive à ça, tu vois. Je me mettrai jamais dans une posture de professeur ou d'experte ou d'enseignant ou de formateur, dans le sens où j'estime que c'est toujours bidirectionnel. Et toutes les personnes qui vont parfois m'envoyer des messages ou qu'on va rencontrer en retraite ou quoi, vont autant nous enseigner et nous inspirer, et on a autant à apprendre d'eux qu'ils ont à apprendre de nous. Et je crois que sortir de cette posture de toute puissance de l'expert qui se doit de trouver des solutions pour les autres, c'est déjà travailler sur son humilité. C'est aussi mettre un peu de côté ce syndrome du sauveur que j'ai longtemps eu aussi, hein, bien sûr, hein, et qui fait que c'est pas pour rien que je suis partie travailler en tant qu'infirmière. Et puis ça rend le pouvoir à chacun, et puis ça nous remet tous un peu à notre place et au même niveau, tu vois. Et ça idéalise pas. En tout cas, ça, voilà, ça c'est vraiment des trucs que je fais souvent, c'est montrer aux gens que il n'y a pas à idéaliser, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que on montre déjà que ce qu'on a envie de montrer. Il y a plein de choses qu'on n'a pas envie d'exposer ou qu'on peut pas exposer, et puis on ne parle pas assez de la violence qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc les créateurs de contenu aussi, ils font attention à certaines choses qu'ils peuvent partager, j'imagine, sur plein de dimensions. Et puis c'est un peu la galerie marchande de toutes les maisons témoins de l'univers, tu vois. Donc on va pas, il y a pas beaucoup de gens qui vont oser montrer la cave du sous-sol, les toiles d'araignée, la merde sous le tapis. Alors je me dis au contraire, c'est justement en exposant nos vulnérabilités et en disant mais regardez toute la merde, toute la crasse qu'il y a sous mon tapis, que les gens vont se dire ah ben j'ai un peu moins honte. Et vu que moi la honte c'est un sentiment qui m'habite beaucoup, ou du moins qui m'a beaucoup habité quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente et jeune adulte, bah aujourd'hui ça me tient vraiment à cœur de montrer aux gens qu'ils sont pas tout seuls, quoi. Mais ça se sent, hein. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a adhéré à ton contenu, parce que ça sent que t'es pas dans une posture, enfin que vous êtes pas tous les deux dans une posture. Nous, on a aussi, je crois que on est aussi sensible à ce truc-là. Je pense qu'on est tous les trois hypersensibles. et effectivement, je pense que les gens le sentent, et vraiment, voilà, je tiens à te le dire, ça se voit vraiment, ça transparaît qu'il y a une honnêteté, et que voilà, tu veux défendre vraiment une vision, et je pense que du coup on peut parler d'ailleurs de ta vision, hein, du couple allié. Du coup, c'est pas une méthode comme tu nous disais, c'est plutôt voilà une vision en fait que tu as du couple, et que tu décris dans ton livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors moi à la base, je voulais l'initier plus comme une philosophie de vie, comme une discipline de vie, comme un art de vivre, et bien sûr tout ça qui est porté par une vision. Alors une vision qu'on m'a beaucoup reprochée comme étant idéaliste, et moi j'adore. Bah ouais. J'adore qu'on me reproche d'être idéaliste dans un monde comme celui-ci. Je pense qu'il en faut. C'est pas un gros mot. Ouais, voilà. Non, au contraire, je pense qu'il faut des gens culottés qui ont une vision de ce que eux ils estiment en tout cas être un idéal relationnel. Je pense aussi que cette vision du couple, ça a été un moyen pour moi de répondre à un héritage transgénérationnel dans lequel soit les couples restaient dans ma famille enfermés toute leur vie ensemble, dans l'asymétrie et dans la violence, soit il y avait des séparations, mais avec
voilà, une incapacité finalement à faire lien et à s'unir. Donc je pense que c'est venu aussi dans cette vie-là, voilà, c'est venu d'un héritage familial. Je pense que ça s'est inscrit aussi sur tout le contexte socioculturel dans lequel j'évolue. Je ne sais pas si j'aurais eu cette même vision si j'étais née dans d'autres pays ou dans d'autres cultures. Donc je ne peux pas mettre de côté ça, évidemment. Et puis c'est venu aussi au travers de ce que j'ai vécu très tôt avec Paul et de cette histoire d'amour qui nous a complètement transcendés et qui a évolué en fait avec nos évolutions, avec notre vie à tous les deux, voilà, qui nous a jamais lâchés. Donc je pense que la philosophie, la vision couple allié est née de ça. Et c'est pas du tout quelque chose. Souvent on me pose la question, mais alors comment c'est arrivé? C'est pas quelque chose qui est venu genre d'un seul coup. J'ai fait putain, eureka, c'est couple allié. C'est pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Je trouve que c'est quelque chose au contraire. Ou un jour, plutôt, ce qui a dû se passer, c'est que... alors déjà, ça s'est fait dans la lenteur. Même la prise de conscience au travers de couples alliés, c'est quelque chose qui s'est fait dans la lenteur. Avec Paul, on se disait déjà depuis plusieurs années qu'on était des alliés, qu'on n'était pas juste des partenaires, qu'on avait cette vision de l'alliance amoureuse. Et je crois qu'à un moment donné, ça a été aussi à force de parler avec certaines personnes ou d'être questionnée sur certaines choses, travailler moi-même en thérapie, que j'ai commencé à prendre vraiment du recul, beaucoup de recul sur ma vie avec Paul, sur ma vie de femme, sur ma vie de mère, voilà, sur plein de choses. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, de là où on vient, donc tous les deux individuellement, et puis de là où on vient dans notre histoire amoureuse, et de là où on en est aujourd'hui, on a indéniablement dû s'accrocher à quelque chose, se raccrocher à un rêve, et en fait à un rêve commun, une quête. Et couple allié, ça a été notre quête, c'est-à-dire comment parvenir, quand on est issu de systèmes familiaux dysfonctionnels dans lesquels la violence occupe quand même une place centrale, et qu'on a appris et intégré à relationner de manière très conflictuelle, de manière très violente, de manière très égocentrique aussi. Quand on a appris à survivre dans l'adversité, comment on fait pour commencer petit à petit à considérer que cette altérité, elle n'est pas nuisible, qu'elle peut nous apprendre, qu'elle peut nous apporter, qu'elle peut nous réparer, qu'elle peut nous enseigner. Comment on fait, comment on en est venu pour en arriver là, quoi. Comment on en est arrivé là tous les deux. Et je crois que ça a été en retraçant finalement toutes les épreuves, toutes ces fois où notre couple a été éprouvé sur parfois des situations très spécifiques. Tu vois, vraiment des épreuves de vie où je pourrais te dire, bah voilà, à telle date, tel jour, il s'est passé telle chose, ça a duré tant de temps, on a dû gérer ça, voilà. Et d'autres fois, tu vois, des atmosphères plus insidieuses, où tu te déconnectes pendant longtemps, où tu sens que tu as du mal à te comprendre, où tu sens que c'est conflit sur conflit, et puis ça s'étale dans le temps, et tu n'arrives pas à reconnecter. Et ça, plein de couples l'éprouvent, tu vois, où quand tu t'engueules toujours sur la même chose, et tu as toujours le sentiment de ne pas être considéré ou de ne pas être respecté, et tu en reviens toujours aux mêmes discussions, et tu dis, mais c'est pas possible, ça fait 10 ans qu'on a la même discussion, que tu me dis que tu as compris, que je te dis que j'ai compris, et on revient sur cette même merde, tu vois. Et donc, je crois que ça a été, voilà, en mettant tout ça bout à bout, que je me suis dit, ah ben, il y a vraiment quelque chose qui nous a tenus. On a expérimenté certaines choses, on a adopté des croyances et une vision du monde qui nous a tenus. Et puis l'expérimentation aussi, je pense, très profonde des limites du développement personnel que moi j'ai expérimenté et qu'on a beaucoup, beaucoup parlé avec Paul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a bien vu que la vision communément admise aujourd'hui de l'amour, et c'est là où je parle de la société, c'est-à-dire pour moi la société dans laquelle je vis aujourd'hui est venue entrechoquer ma vision, est venue remettre en question ma vision, est venue titiller ma vision et m'a encore plus poussée justement à la choisir. Voilà, parce qu'il y a plein de fois où je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est pas permis, ou waouh, penser comme ça, c'est pas ok, ou ça veut dire ci, ou ça. Et je me suis encore plus dit, ben non, mais la société dans laquelle on évolue a, à mon sens, encore plus besoin, voilà, de cette vision-là, qui pour moi est le fait de considérer, honorer, respecter, mais aussi agir
en percevant l'autre, non pas comme notre partenaire, non pas comme un travail de collaboration, dans le sens où je reste avec toi et je te donne tant que je suis sûre que tu me donnes, ou tant que je sais que tu vas contribuer positivement à ma vie, ou tant que voilà, je reste avec toi tant que ça m'est profitable, parce que à partir du moment où ça commence à me faire chier, où j'ai autre chose à faire, tu vois. Enfin, moi, j'ai aussi mes besoins, donc basta. Il y a un moment donné où moi je me suis dit non, mais en fait, oui, je ressens ça, mais je peux pas renoncer à Paul. Je peux pas renoncer à Paul. Et alors, comment on fait? Comment on fait quand on baigne dans ce, tu vois, dans cette vision-là du monde, mais qu'on veut pas renoncer à l'amour de sa vie, tu vois, que ce soit un homme ou une femme, enfin, peu importe. Euh, et donc là, il a fallu conceptionner et vivre et expérimenter et prendre des murs et derrière intégrer une autre vision qui est celle du couple allié, à mon sens. Et qui reste une vision, qui reste voilà, une proposition, une quête, mais qui n'est pas du tout un truc où on s'enferme. On n'est pas couple allié. Couple allié est un archétype. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais. C'était vraiment troublant parce que en lisant ton livre, nous, ça fait 1 an avec le podcast qu'on parle de ces sujets-là aussi. Et je trouve qu'on a vraiment une vision qui est surprenamment similaire. Parce que vraiment, c'est vraiment le point sur lequel on discute le plus, en fait. C'est ce point-là que tu soulèves. Cette contradiction entre certaines injonctions liées au libéralisme, à la compétition, au côté très narcissique aussi parfois de notre société, par la consommation, par la quête de l'expérience ultime, par le fait de placer en permanence le jeu, son propre besoin avant tout le reste, et que ce soit le seul chemin d'épanouissement possible, l'individualisme quoi en gros. Et on parle énormément des conséquences de cette idéologie qui façonne vraiment notre regard sur le monde, sur les êtres, sur les choses, à tel point que parfois on ne s'en rend plus compte. Et nous, on questionne justement cette grille de lecture-là, et on la remet à sa place de grille de lecture. On dit que c'est pas forcément comme ça. Donc ça, déjà, c'est une première prise de conscience. Et en plus, on peut faire autrement. Et nous, c'était vraiment le socle sur lequel on a fondé la voie du couple, c'était cette prise de conscience-là. Et c'est en fait, peut-être si on devait résumer tout ce qu'on dit depuis une petite année, c'est ça. Et donc en lisant ton livre, j'étais vraiment étonné, surpris, émerveillé de voir que d'autres humains ailleurs arrivent, tu vois, à ces conclusions-là et le prônent avec d'une manière qui est la tienne et encore une fois qui nous séduit beaucoup. Et donc il y avait vraiment voilà c'était troublant quoi, c'est troublant parfois de se dire il y a d'autres gens qui font un chemin spirituel, qui arrivent à des conclusions très similaires à nous, et on se connaît pas en fait quoi, on s'est jamais vu, tu vois. Ouais. Et même moi avant que notre abonné nous parle de ton compte, j'avais jamais entendu parler de ce que tu faisais, tu vois. Donc c'était vraiment c'est moi qui ça s'est fait dans deux dimensions. C'était Anna qui te suivait. Ouais. Moi j'ignorais que c'était ta philosophie, et c'est incroyable. Et je pense que c'est vraiment le truc fondamental. Et autre coïncidence aussi, c'est marrant parce que tu as employé le terme collaborer tout à l'heure. Et c'est marrant parce qu'on vient de faire un épisode où on répondait exactement à ça, et où dans ma démonstration, je disais que dans notre société, on se croit dans un couple. Hein, cette vision qu'on a du couple, c'est une vision de deux individus deux individus séparés, distincts, qui à un moment décident de collaborer dans une entité vague. Et j'employais le terme collaborer parce que j'avais en tête cette idée un peu capitaliste, le terme collaborateur pour parler des employés, tu sais. Et donc c'est cette idée, tu vois, d'opérateurs économiques, de monades distinctes qui échangent entre elles, mais qui sont en fait des univers clos. Et en fait, je rappelais à ce moment-là, je disais, mais en fait, dans un couple, il faut abandonner cette idée qu'on est deux univers clos qui collaborons. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que dans un couple, tout ce que je fais a un impact sur le nouvel espace qu'on est en train de créer. Et on n'est pas séparés, en fait. Je sais pas, c'est-à-dire moi je me rejoins dans ta vision, mais j'entends aussi que d'autres personnes puissent percevoir les choses autrement. C'est-à-dire je suis convaincue qu'il y a aussi des couples qui s'épanouissent dans une vision plus collaborative, dans lesquelles, en effet, c'est les jeux qui sont prioritaires. Et ça a toute sa place aussi, en fait, dans le monde. Moi, c'est pas
quelque chose dans lequel je me retrouve et je m'épanouis. Et c'est pas non plus dans quelque chose dans lequel Paul se retrouve et s'épanouit. Et c'est bien parce qu'à un moment donné, on ne se reconnaissait pas du tout dans ce qui était véhiculé en fait et proposé par le communément admis, que on a fini par se dire non mais nous en fait on est dans autre chose. Et pendant longtemps, on a pathologisé ce dans quoi on était. Pendant longtemps, on a culpabilisé, on s'est jugé, on s'est dit on est toxique, on est trop fusionnel, on est trop en symbiose et voilà, c'est pas sain, c'est pas normal. Moi, tout le monde me disait, genre, j'ai baigné dans une atmosphère de il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer l'autre. Tu peux pas aimer sainement tant que tu t'aimes pas toi-même. Et, qu'est-ce que tu me racontes? Bien sûr que de là où je viens, je m'aime pas. Et tu me parles d'un concept, tu me parles de m'aimer moi. Je n'ai jamais eu d'espace où véritablement pouvoir l'expérimenter. Tu vois, dans la longueur, dans la profondeur. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est l'autre qui va me permettre de mieux m'aimer. Et c'est véritablement ce que l'autre a fait, mais que ce soit ma thérapeute que je salue, voilà, à qui j'envoie beaucoup d'amour parce que elle a été un phare dans ma nuit depuis tant d'années maintenant. Et c'est une femme exceptionnelle. Et c'est son amour qui m'a été transmis par le biais de la thérapie. C'est son regard qu'elle a porté sur moi, c'est ses mots, c'est sa douceur, c'est sa gentillesse, c'est sa déculpabilisation qui m'a permis de me dire waouh, mais je suis pas si dégueulasse que ça en fait. Et idem avec Paul, et idem avec mon fils. Enfin, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, voilà, des amis, des personnes ont commencé à m'aimer alors que je m'estimais détestable, que j'ai commencé à me dire mais non, mais il y a peut-être une petite lumière, il y a peut-être une toute petite part de toi, Maureen, qui est aimable. Et ça, beaucoup de gens l'occultent. Tout à fait. Donc, on pathologise aujourd'hui énormément la relation ou les gens qui sont dans cette volonté de connexion. Et donc, moi, je fais un gros fuck à ça. Et du coup, je dis non, voilà, c'est pas comme ça que je vibre. Donc, j'honore et je respecte ceux qui s'y retrouvent et pour qui c'est vraiment un choix et pas une stratégie de survie. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un choix et qui sont pas forcément conscients en fait que c'est plutôt un héritage et des conditionnements. Ou alors des peurs, mais si c'est vraiment un choix, voilà, je l'honore et je dis et je prône ouvertement et je l'assume. Et c'est aussi pour ça que j'en prends plein la gueule de plein d'autres manières qui soient, à commencer par les réseaux sociaux, hein, évidemment, et que je peux passer pour une barjo sur plein d'autres domaines. Mais voilà, je prône en tout cas que prioriser le nous, se réparer dans la relation, c'est possible. Il y a rien de malsain en ce sens. Puis voilà, faut arrêter de se juger les uns et les autres. En fait, chacun son chemin, tu vois. Mais tu sais, c'est marrant, tu te souviens le Dr Love que j'ai fait là pour préciser par rapport à la fusion, où je disais faut arrêter de dire que il y a des couples qui sont plus fusionnels que d'autres et c'est pas une tare tant que chacun peut s'épanouir à l'intérieur de ce cadre. Donc j'avais fait un truc là-dessus pour rappeler ça. Parce que c'est vrai que parfois on peut mettre dans le mot fusion des choses qui en fait sont tout simplement le fait d'honorer le nous de façon tu vois, et de lui mettre une importance capitale. Je sais que Anna et moi, on rentre dans cette catégorie. Mais c'est vrai que comme on vient d'univers culturel dans lequel c'était accepté ça, on a moins souffert de l'être. Mais par contre, on en a discuté et on était aussi dans cette démarche de déculpabiliser les gens par rapport à ce type-là. Je me rappelle un moment dans le bouquin, tu parles de la dépendance affective et tu expliques qu'en fait, parfois on pathologise trop la dépendance affective, alors que c'est peut-être aussi une autre option. Ça pourrait être de se dire que c'est ce que tu dis, hein, que la dépendance affective, c'est juste une façon de mettre le lien avant tout. De mettre la relation, de faire passer la relation avant, alors peut-être pas avant soi, mais de le mettre au premier plan. Et j'ai bien aimé cette idée-là ça déculpabilise en fait aussi beaucoup. Nous, on est assez dépendants l'un de l'autre, je trouve. Hein. On fait beaucoup de choses ensemble, etc. Et ça pourrait être jugé comme de la dépendance par. C'est ça. Par certains. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien le truc que tu défends là-dessus. Et puis mettre le nous avant le jeu, ça veut pas forcément dire aussi que l'un empêche l'autre. Tu vois, il y a aussi peut-être un contresens par rapport à ça. Comme si on avait peur du lien en fait, comme si on se disait que en priorisant le nous, on allait oublier le jeu, mais c'est pas vrai. Moi, l'expérience que j'ai faite et je l'ai rappelé récemment, justement dans le dernier épisode qu'on a fait, c'est que je me sens depuis que je priorise davantage le nous. Priorise, ouais. Et ben je me sens plus libre en fait. Je me suis jamais senti aussi libre, tu vois. Oui.
Et en même temps, en fait, voilà, je crois que c'est là où la vie est pleine de nuances. C'est-à-dire qu'à certains moments et je trouve que c'est ça la complexité d'un couple et c'est pour ça que moi je suis toujours très méfiante, sur la notion de conceptualisation de choses comme on parlait, au début de ce podcast. Voilà, il y a des choses qui échappent aussi à la compréhension humaine, et qui sont dans le domaine de ce que j'estime être le vivant, mais le vivant qui s'exprime, qui est en fait, voilà, et qui s'alchimise en permanence et qui change. Et moi, je crois qu'en une seule et même journée, tu peux prioriser le nous et le je. Et au moment où tu priorises ce nous, tu peux faire une expérience très positive. Et puis une heure après, tu vas le reprioriser, puis ça va être très désagréable. Et puis à l'inverse, tu vois. Et en fait, c'est jamais la même chose. Donc, c'est l'idée de ne pas se chroniciser dans une vision. Voilà, ça reste toujours une vision et c'est bien ce que je dis. Le couple allié ne doit pas devenir un dogme ou une doctrine. Prioriser le couple ou le nous ne doit pas se faire au détriment des propositions de la vie. Voilà, la vie, des fois, elle nous propose autre chose et c'est aussi parce que des fois, je vais expérimenter autre chose que je vais pouvoir revenir sur ce que j'ai expérimenté avant en me disant « Ah, ben c'est vraiment ça que je veux » ou « Ah, ben non, je suis plus trop alignée avec ça. » Voilà, c'est s'autoriser aussi à se transformer, à changer d'avis, en fait. C'est aussi ça. Et aujourd'hui, les gens, quand ils défendent une idée, ils pensent qu'ils doivent la défendre jusqu'au bout, à la vie, à la mort, et que si à un moment donné, ils changent d'avis, ah là là, ils décrédibilisent. Mais non, en fait, enfin, on a le droit d'évoluer, on a le droit d'expérimenter d'autres choses, on a le droit de changer en ce sens. Et aujourd'hui, la dépendance, enfin, bon, je rentrerai pas dans des discours politisés, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai le sentiment que ça sert aussi beaucoup, le système, la société, les gouvernements, justement, de pathologiser le lien humain, la connexion, la rencontre, la confiance, la dépendance, d'en faire une tare. En fait, ça a plein de bénéfices cachés derrière pour installer insidieusement la doctrine de la peur et davantage cliver, davantage séparer, davantage diriger. On se dit souvent ça avec Paul, on se dit maintenant c'est fou d'un point de vue social. Enfin, moi en tout cas j'estime que le couple est très attaqué depuis plusieurs années. L'idée du couple est très attaquée, je trouve, ces derniers temps. Alors, il y a plein de choses, plein d'évolutions qui sont indispensables, qui sont nécessaires, qui sont mais bien sûr. Et en même temps, moi, le sentiment que j'en ai, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'extrêmes là, qui sont en train de prendre beaucoup d'espace et partout, hein, comme dans tout, partout. Et des fois, l'extrême est nécessaire pour rééquilibrer. Quand on a été longtemps dans un extrême, le juste milieu va pas suffire pour rééquilibrer la balance, voilà. Mais j'ai le sentiment très personnel que le couple est attaqué et je pense que c'est pas pour rien et je suis pas la seule à prôner ces idées. Vous étiez en résonance et il y en a plein d'autres dans le monde. C'est-à-dire, je suis convaincue qu'il y a plein d'âmes aussi qui sont ici et qui, d'une manière ou d'une autre, de parce que cet archétype, cette vision est attaquée. Alors, il y a des âmes qui se réveillent et qui disent mais non, mais il y a autre chose qui est possible en fait. Mais quand on en parlait avec Paul, on se disait bah oui, mais c'est la dernière, comment dire, en tout cas, c'est un des espaces qui permet aussi les prises de conscience. C'est un des espaces qui offre le réveil. Et donc, si on s'attaque au couple et qu'on commence à envoyer une image très défavorable de cet espace sous plein de dimensions, eh ben, on annihile aussi un espace d'éveil, de réveil, de reconnexion, de déconditionnement. Donc voilà, une fois de plus, je dis c'est aussi très très sociétal et ça sert plein de personnes et plein d'entités. Ça sert d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, moi je crois qu'au contraire, la dépendance affective, même si je ne nie pas les conséquences que ça peut avoir sur la vie d'un être humain, pour moi la dépendance affective, c'est pas une maladie, c'est un symptôme. Et c'est ça que j'essaye de montrer. J'ai arrêté de considérer qu'un symptôme est une maladie. Voilà, tu n'es pas malade de tout. La toux est un symptôme d'une maladie. Voilà, et c'est ça que je veux montrer. Et je pense que, en fait, j'aurais tendance Et puis tu as des symptômes qui ne sont pas, t'as des symptômes qui témoignent pas d'une maladie, enfin tu vois. Oui, alors en plus, mais quand je parle de dépendance affective, c'est de la manière dont les gens le conçoivent, si tu veux, c'est-à-dire des personnes qui, sur un certain degré, vont avoir énormément de difficultés à faire des choses sans leur partenaire, vont avoir tout le temps besoin de contact, de lien, de présence. Si on ne te répond pas dans les quelques heures, c'est la panique et tout. En fait, si tu veux, pour moi, ce qu'on appelle dépendance affective, c'est plutôt symptomatique d'une grande insécurité affective en dedans, mais qui peut complètement se réguler aussi en fonction de la relation
relation elle-même, c'est-à-dire qu'on pointe du doigt ceux qui sont porteurs du symptôme et on ne s'intéresse pas du tout à la relation. Je veux dire, moi, demain, je me retrouve avec quelqu'un d'autre que Paul qui va complètement m'insécuriser ou quoi que ce soit, je vais redevenir ce que les gens appellent dépendante affective. D'ailleurs, je le suis toujours. C'est juste que là, actuellement, je suis dans une relation dans laquelle je me sens en sécurité et du coup, j'ai pas ces choses qui apparaissent. Mais si la relation change ou si les cartes dans le jeu changent entre nous avec Paul, mais ça peut réexploser du jour au lendemain. Et c'est ça que je veux montrer. Et c'est pas pour autant que je suis malade, tu vois ce que je veux dire, ou que ces gens-là sont malades. Donc, interrogeons plutôt le système relationnel. Mais tu vois, ça rejoint l'idée qu'on disait tout à l'heure que à la fois dans tout ce que font les deux individus dans un couple a une influence sur le couple, et inversement aussi, le couple a une influence sur les individus. Ce ne sont pas des choses séparées, c'est un système en fait. Bien sûr, complètement. Et cette idée, moi, elle m'apporte du réconfort parce qu'en fait, ça fait plus dépendre tout de l'individu. C'est épuisant que tout dépende de l'individu. Que tout dépende de notre volonté et de notre force vitale solitaire pour sortir de toutes les situations. Je pense qu'il y a aussi des choses qui dépendent de la relation qu'on entretient avec les autres, avec soi, avec le monde. Et que c'est une interrelation en permanence. Et que bien sûr que je ne vais pas exprimer les mêmes facettes avec toi, qu'avec ma femme, c'est évident. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce que ça fait peser sur les épaules de l'individu cette idée qu'il est le seul artisan de son développement personnel. Ça lui fait peser en fait un poids qui est énorme, alors que, Oui, et en même temps, je crois aussi que c'est une recherche de puissance masquée. C'est-à-dire que j'avais une discussion avec mon père il y a quelque temps, avec qui je suis très proche, où je lui parlais justement de la Terre, de la planète, tout ça. Et bon, j'avais un discours assez négatif sur les êtres humains que nous sommes. Et mon père, qui est souvent quelqu'un de très nuancé, donc ce qui est génial sur plein de dimensions et ce qui me fait péter un câble sur plein d'autres dimensions, mais du coup me disait... Est-ce que tu n'as pas le sentiment, en fait, en percevant l'humain comme celui, en tout cas, qui cause tous les maux de la Terre, est-ce que tu n'as pas le sentiment de surresponsabiliser l'humain à cet endroit-là? Et j'étais là, si, en fait, on est complètement surresponsable de ça. Il me disait, oui, mais qu'est-ce que tu cherches à faire en voulant te surresponsabiliser? Je dis, à changer les choses. Donc, qu'est-ce que tu cherches à reconnecter? Je sais pas, du pouvoir. Donc, qu'est-ce que ça vient dire de toi? Que je m'en sens destituée. Oui. Et donc, en fait, je crois que toutes ces fois aussi où on va, a fortiori, se surresponsabiliser et donc mettre de côté complètement ce que tu nommais, Johan, à savoir l'influence de ce qu'il y a autour. Et donc, il y a ce qu'on explique, il y a ce qu'on voit, et puis il y a tout ce qu'on n'explique pas et qu'on voit pas aussi. Il y a tout ce qui nous échappe. Il y a tout ce qu'on peut pas du tout maîtriser. Et je crois que face à ce qu'on ne maîtrise pas, face à ce qu'on ne contrôle pas, face à ce sur quoi on a peu, en fait, d'accroche, c'est terrifiant pour les êtres humains qu'on est, et d'autant plus dans le système dans lequel on évolue. Et donc, on va chercher maladroitement à retrouver du pouvoir pour combattre un des sentiments qui est les plus terrifiants chez l'être humain, c'est le sentiment d'impuissance. Donc, toutes ces fois où je vais me dire c'est de ma faute, ou c'est moi le problème, où je dois travailler sur moi, et puis je vois des gens qui arrivent tout seuls en thérapie pour travailler sur toute leur famille, ou alors sur leur couple, et ils y sont à fond. Et on voit bien, en fait, que cette surresponsabilisation atteste d'un sentiment d'impuissance qu'ils vivent en dedans, tu vois, et voilà, et c'est comment avoir cette conscience-là. Et donc, plutôt que de chercher, si on refait le parallèle avec ce que tu disais au début du podcast, ce que vous disiez tous les deux, plutôt que de chercher à tout prix à avoir comment on fait, c'est plutôt quelle question je peux me poser et qu'est-ce que je ressens quand je me pose la question et quelle est la réponse qui arrive à ce moment de ma vie, parce que demain, je vais peut-être me reposer la question et j'aurai une autre réponse. Qu'est-ce que je ressens, quoi, qu'est-ce qui est là? Et bien sûr que on est interconnectés tous les uns avec les autres, et c'est ce qu'essaye en tout cas, la société individualiste dans laquelle on est nous fait croire le contraire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se croit plus puissant que la nature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans des rapports de force en permanence sur toutes les dimensions relationnelles, parce qu'on se pense séparé de l'autre. Et en même temps, on l'est, et en même temps, on l'est pas. Tu vois, donc, on reste dans une société de dualité, hein, on évolue dans un système de dualité en permanence. On grandit dans cette dualité qui nous est présentée. Donc, bien sûr que c'est difficile de faire lien, quoi, après. Ouais, c'est très bien dit. Ouais. Complètement.
Non, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur une chose que tu as dite, le fait qu'aujourd'hui le couple, enfin l'entité couple est attaquée. On ressent d'ailleurs ce truc-là presque comme si on culpabilisait aujourd'hui d'être en couple, et notamment, nous, la vision du couple qu'on vit, c'est la vision du couple monogame. Et c'est marrant, il y a un exemple qui est marquant dans ton livre de cette jeune femme qui dit qu'elle culpabilise en fait aujourd'hui parce que je crois que c'est son mec qui veut ouvrir la relation, et du coup qu'elle dit qu'elle aimerait bien essayer, mais que elle est tiraillée en fait entre ce truc-là qu'elle a l'impression que le couple monogame c'est has-been, c'est ses mots, et en même temps elle sait pas vraiment ce qu'elle veut, et on a l'impression qu'elle est aussi dans ce rapport-là de culpabilité de vouloir avoir une relation monogame, et du coup peut-être par dépit elle cherche autre chose, et on est perdu presque. Cette société elle En l'occurrence, cet exemple que tu nommes, cette dame sait plutôt bien ce qu'elle veut, mais elle a le sentiment que ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, s'oppose aux injonctions sociales, et que ça atteste plutôt d'un manque de confiance en elle. Et c'est ça qu'elle pense. Elle est convaincue que parce qu'elle ne veut pas s'ouvrir aux relations libres ou expérimenter des relations sexuelles avec d'autres hommes que son mari, en l'occurrence, alors elle est has-been, parce qu'elle a envie de faire l'expérience d'un couple, c'est même pas monogame, parce que c'est encore autre chose, la monogamie, mais c'est surtout un amour exclusif, en fait, d'expérimenter l'amour exclusif. Et ça, je trouve que ça nous renseigne énormément sur l'ère dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les célibataires se sentent super mal, et c'est ce que je dis dans mon livre. Les personnes qui sont des minorités, les LGBT, ça se sentent super mal. Les hétérosexuels se sentent super mal maintenant, parce qu'ils ont le sentiment presque... moi, c'est ce que je dis. Il y a presque un moment donné où je me suis sentie coupable d'être une femme épanouie dans un couple à amour exclusif hétérosexuel. Et en fait, tout le monde culpabilise, tout le monde se renvoie des injonctions dans la gueule. Et je crois que c'est ça qui est important qu'on réalise, en fait. C'est que on a tous peur. On a tous peur, on se regarde les uns les autres comme ça, et on a peur de ce que les autres vont penser de nous, et on a surtout peur de ce qu'on pense de nous-mêmes au travers du regard de l'autre. Je crois qu'avoir conscience de ça, c'est aussi commencer par se rendre libre. On parlait de liberté tout à l'heure, oui, c'est retrouver aussi du pouvoir et de la liberté, que de conscientiser ce qui se joue, et de pouvoir choisir aussi en conscience. J'ai le droit d'avoir des limites. J'ai le droit de pas avoir envie, d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, ou de faire l'amour avec, de faire l'amour ou d'être en amour avec plusieurs personnes en même temps. Ça veut pas dire que je suis pas émancipée. Ça veut pas dire que je suis écrasée par la société actuelle ou par les dérives du patriarcat. Je peux être aussi une femme libre ou un homme libre, et choisir en toute liberté, en toute conscience, de vivre une relation exclusive, par exemple. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis. Ouais, c'est passionnant. Et c'est vrai que c'est marrant, parce que tout le monde se sent attaqué dans ce qu'il est, ou en tout cas tout le monde ressent cette espèce de culpabilité par rapport à ce qu'il est. C'est vraiment un truc qu'on ressent très très fort, en tout cas dont beaucoup de gens parlent, on le remarque aussi beaucoup autour de nous. C'est très exacerbé ces dernières années. Ouais. De s'excuser d'être qui l'on est presque. Ouais, mais je me suis retrouvé dans cette situation aussi récemment, tu vois, presque devoir m'excuser parce que de la situation de couple dans laquelle on est. Je vois très très bien ce que tu veux dire. Mais tu vois, il y a un truc. Alors, il y a aussi un truc que tu dis très bien dans ton livre à cet endroit-là, c'est que c'est très bien s'il y a des gens qui s'épanouissent dans un couple dit libre, c'est-à-dire non exclusif. C'est très bien pour eux, et si ça fonctionne pour eux, tant mieux. Et je trouve ça très bien aussi de rappeler cette notion de pas rappeler une norme écrasante qui serait censée dire c'est comme ça qu'on doit se comporter, et voilà. Donc ça c'est important. Mais en même temps, moi aussi j'ai l'impression peut-être que
ce poids là en ce moment qu'on ressent beaucoup par rapport au fait qu'on parle beaucoup d'exclusivité, que aussi beaucoup cette peur de l'engagement. Nous on reçoit énormément de témoignages de gens qui ont peur de s'engager ou qui sont victimes entre guillemets en série de partenaires qui en permanence refusent de s'engager avec eux. On reçoit, ça c'est vraiment le truc qui revient le plus. Et moi j'ai l'impression que ça aussi c'est pas étranger à ce qu'on vit aujourd'hui. À notre époque, à cette idéologie, tu vois, qui s'impose à nous. Et moi, je le lis aussi beaucoup sur le plan de la sexualité, ce truc-là. Ouais. Alors, c'est un truc dont tu parles dans le dernier chapitre de ton livre. Et je pense que c'est aussi très important. Je pense qu'on est un peu... Je pense que notamment la pornographie joue un rôle très, très important à ce niveau. C'est-à-dire que... on est exposé, surtout notre génération, ça commence à faire un petit bout de temps que la pornographie est en libre accès sur Internet et qu'on a un smartphone dans la main, quoi. Et je pense que ça a façonné aussi un certain type de rapport à l'intimité qui peut produire aussi ce type d'injonction-là. Alors je dis pas que tous les gens, des gens qui ont une grosse libido, ça a toujours existé. Donc il s'agit pas de mettre encore une fois de les pointer du doigt en disant c'est pas normal. Non, il y a des gens qui vont s'épanouir comme ça et c'est très bien. Mais si on entend autant parler de peur de l'engagement, autant parler d'hypersexualité ou de choses comme ça, je pense que ça a pas rien à voir aussi avec l'omniprésence de la pornographie dans notre société et ce que ça produit dans l'esprit des gens de cette idée que le sexe doit être une performance. Et que l'épanouissement passe par la recherche de sensations fortes et que le sexe va être l'endroit où cette recherche de sensations fortes peut advenir. Et en fait, on retire de ça tout l'aspect amoureux, émotionnel, intimement intime de ce qui se joue d'une relation de deux êtres humains qui s'aiment à l'intérieur de la sexualité. Et je pense que ça a un fort impact aussi. Ça a un fort impact et c'est aussi inconscient, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, c'est vraiment une piste de réflexion que j'ai énormément en ce moment par rapport à ça. Mais surtout que ce qui est très paradoxal, c'est que je crois que les statistiques ont montré que dans notre société hyper sexualisée, on baisse pas. C'est ça. C'est la période où on fait le moins l'amour depuis des décennies. Ouais. Quoi. C'est ça qui est ultra paradoxal. Aussi. Ouais, et quelque part, ça paraît aussi totalement cohérent. En fait, déjà, ce que vous nommez au niveau de la notion d'engagement, moi, je crois qu'il y a plus de confiance. Il y a plus de confiance en fait qui circule. Il y a plus de confiance entre l'État et son peuple. Il y a plus de confiance entre les parents et les enfants. Il y a plus de confiance entre deux amoureux. Il y a plus de confiance entre deux collègues de travail. Les gens ont tous. On est de plus en plus méfiants pour plein de raisons et aussi parce que l'ingénierie sociale fonctionne extrêmement bien et mine de rien le Covid a exacerbé aussi, je pense. Du moins toutes les retombées du Covid a exacerbé en fait ce rapport entre humains. Donc je pense que ça a un impact énorme. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui aussi est justice pour les femmes et justice pour toutes ces femmes qui sortent du silence, qui ont été qui se sont longtemps tues. Donc aujourd'hui, cette justice des femmes, cette justice de l'âme pour nombre d'entre nous, moi j'estime qu'elle est cruciale, elle est indispensable, elle est absolument nécessaire. Et en même temps, comme dans n'importe quel procès, comme dans n'importe quelle arène, ça va créer une énergie, un environnement, une atmosphère de méfiance en fait, de danger. Tout le monde se regarde intérieurement et se dit est-ce que j'ai fait quelque chose de mal moi aussi ? Et donc ça, dans les rapports, moi je le vois beaucoup avec mon petit frère qui est la génération en dessous. Lui, il a 19 ans. Mon petit frère, je vois bien quand j'en parle avec lui maintenant il est parti du lycée, mais je veux dire quand je parle avec lui mais c'est comment les relations avec les filles de ton âge, comment ça se passe et tout, il me dit très justement, mais en fait c'est pas possible, ce n'est plus possible, je suis effrayée, mais je suis effrayée, mais comme tous les mecs de sa génération et probablement comme toutes les filles de sa génération aussi, il y a vraiment une appréhension à l'idée de connecter, alors que on est, et comme je le dis dans le livre aussi, on est dans une société en effet qui est hyper sexualisée, où aujourd'hui on est dans la commercialisation de la chair, on est dans la commercialisation des corps. Aujourd'hui on peut baiser comme on pourrait aller chercher McDo, t'appuies 3 trucs sur une application, t'as 10 mecs devant ta porte, tu peux faire ça toute la nuit, sans aucune émotion, sans rien.
Et moi, je me dis, où est le vivant? Où est le sacré? Où est le sentiment? Moi, j'ai du mal à envisager que, de toute façon, on puisse faire l'amour sans sentiment. Sentiment, ça veut pas dire amour. On peut très bien faire l'amour sans être amoureux. Il y a forcément des sentiments qui sont engagés. Il y a forcément des émotions qui sont engagées aussi indéniablement, parce qu'on fait l'amour avec ce qu'on est. On fait l'amour avec nos mémoires. On fait l'amour avec notre corps, avec nos conditionnements. Et il y a Alexandre Lacroix qui parle très très bien de ça. Il atteste assez spectaculairement, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment des révélations, la manière dont il en parle, et que on est dans une société qui est codifiée. Il y a des codes. Si demain, j'ai jamais expérimenté ça, mais si demain je faisais l'amour avec une femme, je serais peut-être complètement perdue par rapport au code de faire l'amour avec une femme. J'ai intégré les codes hétérosexuels. J'avais parlé avec une nana queer justement qui me disait, mais ce qui est fou, c'est que les codes hétéronormés, les codes hétérosexuels sont transposés finalement parfois dans la sexualité queer. C'est ça le pire. Elle disait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on est aussi pris par ces injonctions. Et du coup, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que nos codes ici aujourd'hui à cet endroit, en Occident ou en France ou quoi, c'est pas forcément les mêmes que dans les pays asiatiques, qu'en Afrique, qu'en Nouvelle-Zélande, qu'au Portugal. Enfin, vous voyez ce que voilà, chaque pays, chaque peuple, chaque région va avoir un peu ses codes, et en fait on répond à ces codes de la Sainte Trinité, hein, à savoir l'excitation, la pénétration, l'éjaculation. Donc c'est quand même très phallocentré, et c'est ce que je dis aussi, c'est tout focus sur le culte voilà, de la performance pour les hommes, et puis de l'aboutissement à l'orgasme, et les femmes qui sont finalement au service quelque part. On s'interroge peu sur le plaisir féminin, le désir féminin, le corps féminin, si tant est qu'à 30 ans on est très nombreuses à en tout cas, soit certaines n'ont encore jamais eu d'orgasme, soit elles savent même pas ce que c'est qu'un clitoris, ou comment fonctionne leur vagin, où est l'utérus. Enfin, il y a des trucs, c'est ouf, quoi. On se dit, mais c'est dingue, c'est notre corps et on ne sait pas. Par contre, on sait le pénis, le truc, le machin. Donc moi, je me dis, voilà, il y a aussi quelque chose à revoir à cet endroit-là, mais sans, comment dire, sans péter tous les codes, dans le sens où si demain on casse tous les codes, et voilà, comme Alexandre Lacroix en parle, il dit, si demain j'arrive et puis que je sors de la confiture et puis je suis en train de t'embrasser, je te mets de la confiture partout sur le visage, tu vas me regarder, tu vas trouver ça bizarre, ça sort du cadre. Et on peut se dire, bah oui, c'est vrai, il y a des trucs, ça sort du cadre. Dis donc, voilà, c'est comment rester à la fois connecté dans quelque chose d'implicite, qui ramène voilà du sens ou un peu de la conventionnalité, quoi, si je puis dire, et en même temps comment oser, pour moi, ramener du vivant, ramener du sacré, ramener de la conscience et ramener de l'accueil. C'est-à-dire que comment faire de la sexualité un endroit dans lequel je peux aussi être moi, avec ce que je suis. Et donc, c'est pas un endroit où je réponds à l'injonction de l'excitation, du plaisir, de la joie. Voilà, c'est aussi un endroit où je peux ne pas avoir envie, où je peux formuler que j'ai pas envie, où je peux être en colère, où je peux être triste, où je peux être dégoûtée, où je peux me mettre à rire. Voilà, c'est un endroit où, au même titre que je bois mon café le matin, ou que, tu vois, en fait, c'est ça, c'est cette... parce que je réfléchis en parlant aussi, mais je me dis, c'est comment pouvoir en faire quelque chose de sacré, de magnifique, de majestueux, de profond, et en même temps, comment ne pas le placer, tu vois, au rang du Graal, là, de la sexualité, c'est le Graal, alors que ça peut être tout aussi bien considéré comme le café en amoureux du matin, où on va se regarder dans les yeux et on va discuter de comment s'est passée notre nuit, de quoi on a rêvé. En fait, voilà, c'est pas plus important qu'autre chose. C'est ça que je veux dire, c'est pas plus important qu'autre chose. Et en même temps, c'est pas non plus faire sa lessive, quoi. Voilà, je crois que c'est un entre-deux, et je parle évidemment avec ma vision du monde, donc j'ai pas la vérité, c'est vraiment mes fils de perception aussi, quoi. Mais tu vois, moi ça m'évoque un truc dont je voulais parler tout à l'heure, et j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu en implicite sur tout ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, et c'est marrant parce que tu le formules à chaque fois bien, avec cette idée que c'est ni l'un ni l'extrême ni l'autre extrême, c'est un espèce de chemin étroit au milieu, Oui. qui est très difficile, parce que t'es un peu comme un funambule quand t'es au milieu de ce truc là. C'est est-ce que je vais retomber à nouveau dans la norme écrasante, ou est-ce que je vais retomber dans l'absence complète de toute contrainte, et mais c'est un espèce de savante danse en permanence d'équilibriste entre ces deux, et je pense que ce truc là qui est un peu en implicite dans ce que tu dis tout à l'heure, dans lequel je me retrouve énormément, et qui est un thème de réflexion qui me hante depuis des années, c'est cette idée qu'on est dans une époque de perte du cadre qui a préexisté tu vois, qui a préexisté jusqu'à la fin du XXe siècle, en fait, je dirais même, et que cette perte du cadre a plein d'effets bénéfiques
d'inclusivité, tu vois, de battre en brèche un peu ces normes qui ont pu être écrasantes pour plein de monde en fait pendant très longtemps, et en même temps en perdant ce rapport-là à une norme qui mettait en fait finalement tout le monde d'accord, ou pas forcément tout le monde d'accord, mais en tout cas sur laquelle on était tous d'accord pour s'entendre comme étant une norme effective, et ben cette perte de normes-là crée aussi une perte de repères énorme, et laisse la porte ouverte aussi à énormément de dérives et à énormément un sentiment d'être perdu dans un monde qu'on ne comprend plus et qu'on n'a plus les codes pour véritablement comprendre. Et ça, et cette position-là dans laquelle on est voué à être dans cette post-modernité-là qui est la nôtre, elle est vraiment difficile. Et je trouve que c'est un peu en implicite dans tout ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure. Et c'est encore un point commun parce que c'est vraiment un truc sur lequel je réfléchis beaucoup. Et je suis assez d'accord avec toi pour dire que la sagesse, et d'ailleurs ça rejoint un peu cette idée, tu vois, dans le bouddhisme, et cette idée de la voie du milieu, que la doctrine de Bouddha est ni dans la scarification absolue de certains moines qui se mortifient, ni dans la quête de plaisir effrénée. C'est un espèce d'entre-deux, et à chaque fois j'ai l'impression que tous les mystiques parlent de la même chose, cette idée d'un chemin du milieu qui ne peut pas être décrit avec des mots, qui peut seulement être orienté avec le cœur et décrit par des métaphores, et qui est un exercice d'attention à ce qui est. Et c'est pas évident de parler de ça. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et encore moins quand on est sous la couette et qu'on s'apprête à être dans un moment d'ultra intimité. Ouais. Et en fait, finalement, ce que tu décris, c'est on dit souvent, voilà, le sexe c'est le ciment du couple, etc. Et en fait, c'est pas que le sexe c'est le ciment du couple, c'est que souvent le sexe, la sexualité dans le couple, c'est quand même pas mal le reflet de ce qu'on est dans notre plus grande intimité, en fait. Et du coup, c'est souvent là qu'il y a plein de trucs qui se cristallisent. Et c'est pour ça que c'est une part quand même, je trouve, importante. Alors évidemment, il y a des couples qui sont asexués, et c'est aussi un modèle de couple qui est super aussi et qui convient à certaines personnes. Mais en tout cas, quand il y a une sexualité dans le couple, c'est quand même un domaine qui est aussi une voie, en fait. On dit la voie du couple, mais c'est aussi la voie de la sexualité dans ce couple-là. C'est vraiment, les deux sont à l'image l'un à l'autre. Je trouve que c'est vraiment hyper étriqué. Genre même nous, ça nous est arrivé de nous disputer sur des trucs de sexualité, parce qu'on se rendait compte en fait que ça avait vraiment un lien avec des trucs qu'on n'avait pas résolus même dans la vie de tous les jours. De communication, en fait là j'ai l'impression qu'il y a un non-dit. C'est ça. Dis-moi ce qu'il y a, tu vois, ou alors de la culpabilité, dans le fait de dire non, tu vois. Et c'est vachement difficile, je trouve. Et c'est vraiment... c'est encore plus dur, je trouve, de s'exprimer dans ces moments-là où tu es ultra vulnérable, quoi. Oui, et moi, ce que ça m'évoque quand je vous écoute parler tous les deux, déjà, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'en effet, il y a vraiment cette injonction, cette croyance collective que le couple, enfin, la sexualité est le ciment du couple. Alors moi, je raisonne pas du tout avec cette idée-là. Je crois que la sexualité peut être une voie, en effet. Pour autant, elle incombe pas forcément, entre guillemets, à tous les couples. On peut être dans une voie sexuelle sans couple ou sans partenaire et s'épanouir et découvrir des choses dans la sexualité. Voilà, les courants tantriques d'ailleurs qui ne sont pas, qui ont été énormément déviés. Le tantra à la base, c'est pas lié à la sexualité. Certaines personnes qui se sont emparées c'est pas une partouze. Voilà, et qui l'ont mis là-dedans. Le tantra, c'est le fait de vivre en fait dans l'amour, dans la présence, dans la conscience, donc sur tous les domaines de vie, indéniablement. Mais ça, on le retrouve dans plein de cultures en fait. Et donc, je rejoins un peu cette idée que, en tout cas, ce qu'on peut ressentir dans le domaine de notre sexualité peut être le reflet de nos zones vulnérables. En même temps, moi, enfin voilà, c'est avec qui. Moi, je sais que si j'avais, voilà, en tout cas à l'époque où j'ai eu des choses qui n'étaient pas simples à gérer, qui faisaient que je consommais beaucoup sexuellement, en tout cas, j'étais dans une consommation très excessive de la sexualité. C'était un espace dans lequel je m'autorisais énormément de choses avec des hommes que je ne connaissais d'ailleurs absolument pas, et donc avec lesquels je pouvais connecter à une facette de moi-même que j'allais pas du tout juger parce que j'avais pas à rendre des comptes, j'avais pas le miroir de l'autre, si tu veux. Alors qu'aujourd'hui,
quand je me suis sentie de plus en plus en confiance avec l'homme que j'aime plus que tout, ce que j'étais capable de faire avec d'autres devenait strictement impossible avec mon mec. Pourtant, j'en avais envie, mais je connectais à des émotions, à des choses tellement difficiles que c'était dur pour moi. Et je crois qu'en fait, plus il y a de l'enjeu, on revient à l'engagement, mais plus il y a de l'enjeu, plus il y a de l'impact, plus le miroir est bon et compétent aussi en face, et plus ça peut être très challengeant de se faire face en fait et de se regarder. Parce que la sexualité, c'est aussi une dimension dans laquelle on se voit. On se voit soi, et puis soit sous tous ses angles, et puis à tous ses âges. Donc ça aussi, ça peut être évidemment très difficile. Et pour revenir sur ce que tu nommais, Johan, sur cette notion que la sagesse serait la voie du milieu, comme en parlent un petit peu voilà, les personnes qui sont inscrites dans ces courants-là. Là encore, je vais renuancer en disant bah oui et non. Tu vois, enfin moi dans ma réalité, c'est-à-dire que la voie du milieu toujours tout le temps, il y a des moments où je trouve que c'est dangereux. Il y a des Et puis c'est quoi le milieu? et puis c'est quoi le milieu? Voilà, c'est quoi le milieu? Et puis il y a des moments où on se rend bien compte que voilà, que enfin on l'a bien vu. On l'a bien vu il y a peu de temps. On l'a bien vu comment on répond aussi à des extrêmes. Comment on répond à des extrêmes. Moi, souvent, j'ai cette discussion avec Paul, enfin moins maintenant, parce que du coup, j'ai vraiment nettoyé cet espace-là et je commence beaucoup plus à accepter la partie de moi qui, pendant longtemps, a pu être en colère ou enragée et que j'ai beaucoup jugé. Je me suis beaucoup dit, mais non, Maureen, jeune, t'étais vachement agressive, t'étais vachement en colère, faut arrêter. Puis je suis passée d'un extrême à l'autre. À un moment donné, fallait plus être en colère, fallait plus rager, c'était pas bien, c'était pas bien, c'était pas bien. Et puis, Paul m'a vraiment aidé à reconnecter à cette facette plus sauvage, plus guerrière, voilà, qui se sert aussi de la rage, de la colère, qui s'insurge et qui part au combat. Parce que des fois, il faut partir au combat. Et on dit merci d'ailleurs à toutes les personnes qui sont parties au combat pour nous et qui nous ont permis de vivre. Et on oublie ces gens-là. Et comme Paul dit souvent, voilà, la violence fait partie de la nature, la violence fait partie de l'humain. Il y a qu'à regarder le monde, on voit bien le niveau de violence qu'il y a. On peut pas nier la violence. Oui. On peut pas dire elle n'existe pas ou elle est défectueuse. Où elle n'a pas existé. On voit bien qu'elle est là. Et même à l'image de la nature, elle est là. Enfin, dans ce que nous, on pourrait appeler quelque chose de violent. Parce que voilà, derrière, c'est quoi la violence? Mais voilà, je pense qu'on se comprend en ce sens-là. Et du coup, pourquoi je partais sur ça Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. C'était par rapport à la voie du milieu. Ah oui, voilà. Et du coup, je disais, en tout cas, moi, mon mec m'a vraiment aidé à m'assagir, à m'apaiser sur ça et à me dire, il y a des moments où on doit répondre à l'extrême par l'extrême. Il me disait, si demain, il y a un mec qui rentre dans ta maison avec un couteau et il veut buter ton fils, comment tu vas réagir? Tu vas le regarder, essayer de blabla. Non, des fois aussi, tu vas partir au combat. Alors, des fois, bien sûr que tu vas être sidéré, tu vas plus bouger, tu vas machin, mais il y a des moments où on doit se défendre. C'est un devoir, on doit se défendre, on doit s'insurger, on doit s'indigner, on doit se réveiller, et partout. Et ça passe aussi dans le couple. Des fois, c'est nécessaire de s'indigner face à la personne qu'on aime. C'est nécessaire de s'insurger. Et le couple allié ne prohibe pas la colère, le couple allié ne prohibe pas les conflits, le couple allié ne prohibe pas le fait de s'insurger dans le couple. Et ça, c'est ce que je dis aussi. Voilà, cette injonction à ne pas se disputer, à ne pas être en colère ou à ne pas être contrarié, ça, c'est nos gouvernements, ça, c'est l'éducation scolaire. Ça, c'est le système dans lequel on est qui fonctionne par autoritarisme, qui est basé sur la culture de la punition et la soumission des enfants. Et on grandit là-dedans et on se construit là-dedans. Et c'est marrant, ça, c'est un vrai sujet aussi, j'en parle tout le temps. Non, mais on a cette discussion tout le temps avec Anna, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, complètement. C'est-à-dire que si on ne sait pas, les émotions ont une fonction quand même, hein. C'est-à-dire, tu vois, on se comporte comme si la peur ou l'agressivité étaient par exemple des émotions purement dysfonctionnelles. Non, c'est pas le cas. Si l'agressivité existe, c'est bien qu'elle a une fonction biologique presque. Et l'idée, c'est effectivement, si tu es dans une situation où tu es vraiment agressé, il est sain en fait d'y répondre, en tout cas par un geste d'écarter le danger. Et c'est à ça que peut servir l'agressivité. C'est remettre aussi les émotions à leur place en fait. C'est ne pas, c'est toutes les embrasser chacune avec leur importance et les remettre. Et être à l'écoute de soi. Mais tu vois, on a un exemple récent, on va raconter ça de façon un peu
impersonnel pour pas trop en dire des gens qui étaient impliqués, mais on a reçu un ami d'amis chez nous. Ouais. Et le gars s'est permis de dire un truc à un moment à Anna qui était genre absolument lunaire, mais vraiment absolument lunaire, quoi. Un truc de fou furieux, littéralement. Et en fait, tout le monde était un peu sidéré. Et moi, quand alors j'étais pas dans la pièce à ce moment-là, et quand je suis arrivé et que j'ai entendu ce qui avait été dit, je suis rentré dans une colère noire et je lui ai demandé de partir immédiatement de la maison. Ouais. Ce que moi, je n'avais pas pu faire. Justement parce que j'étais sidérée. Bien sûr. Et effectivement, là-dessus, j'apprends de toi, Johan, parce que tu es très au contact de tes émotions et là, par exemple, tu avais besoin de te mettre en colère. Et ça t'a permis de régler le problème assez rapidement en faisant sortir cette personne et de digérer beaucoup plus rapidement la situation. Alors que moi, je me suis rendu compte que au début, je disais non, mais moi ça va, tout va bien, ça a pas d'impact, etc. Et il se trouve que en fait, j'avais pas du tout digéré ma colère, elle est restée en moi. Et après, pendant des semaines et des semaines, ce truc-là, il est resté dans ma tête et il a commencé à me bouffer en fait. Et parce que j'ai pas su à ce moment-là me mettre en colère en fait. Mais ça c'est un vrai truc. Ouais, et ça s'apprend. Et que contre lequel je lutte, c'est qu'on a beaucoup côtoyé les milieux de développement personnel, et il y a souvent ce truc un peu, cette espèce de zénitude comme ça, qui en fait qui dissimule un émoussement émotionnel, en tout cas du refoulement souvent. Ouais. Alors je dis pas que c'est mal dans tous les cas, il y a des gens qui sont calmes et c'est très bien d'être calme, mais il y a des moments en fait où c'est pas adéquat, en fait, où ça permet pas de répondre avec justesse à la situation. Ouais. Et dans ces cas-là, en fait, voilà, c'est un truc que je critique beaucoup, c'est cette injonction au calme. Mais en fait, non, il y a des moments où il faut s'insurger, en fait. Il y a des moments où il faut convoquer des émotions comme la colère, comme la tristesse, comme c'est ce qui nous rend humains aussi. Et je pense que c'est très important. Donc merci de l'avoir rappelé. Merci de le rappeler, mais c'est un thème, encore une fois, qui nous anime beaucoup aussi. On parle énormément de ça. Ouais. Ouais. Et dans le couple aussi. Ouais. Je suis content qu'on ait eu des coups de gueule avec Anna parfois. Il y a des trucs où ce qu'il y avait à dire ne pouvait pas passer autrement parce que c'était fort. Il y avait et on a eu des disputes comme ça où il fallait monter un peu. Ouais. Où il fallait monter à cet endroit-là. Ouais. Et aussi en montant à cet endroit-là, en se permettant de se montrer dans une émotion laide, entre guillemets, face à l'autre, on va contacter une vulnérabilité qui nous permet de dire des choses très profondes et très justes sur nous qu'on n'osait peut-être pas en fait montrer. Et une fois qu'on a montré cette part-là, ces émotions laides, entre guillemets, encore je mets des gros guillemets parce que c'est pas laid en fait, c'est une part de qui on est. Et quand on s'est permis de le montrer à l'autre, et là il y a des barrières qui peuvent aussi on respire un coup en fait. Je peux me permettre d'être comme ça avec toi et ça renforce l'alliance justement. Ouais. Pour moi c'est très important ça. Complètement, et tu vois, quand tu parles de l'aide d'émotion, je trouve que ça illustre assez bien, même dans l'exemple que tu prends, à quel point on juge en fait, à quel point on juge ses émotions. Pourquoi la joie serait Bien plus sûr. jolie que la tristesse ou la souffrance. Et je crois que c'est aussi ça qu'illustre notre société à l'heure actuelle et la manière dont on perçoit les relations aujourd'hui. C'est que déjà, il y a une très très grande mentalisation des choses parce qu'Internet, parce que l'information disponible, parce que les livres, et tant mieux. Mais du coup, cette multitude d'informations fait que pour moi, le cerveau va beaucoup plus vite que le corps, en fait. Tu vois, qu'entre le moment où le cerveau est capable de conceptualiser, intellectualiser, absorber tous les savoirs, on est beaucoup dans le savoir, mais on a beaucoup de difficultés à être dans l'être, en fait, et à laisser le corps intégrer ces informations et les vivre. Et dans cette mentalisation, dans cette recherche, dans cette quête, et c'est le dev perso qui a évidemment beaucoup propulsé ça. Alors, et comme dans tout, en fait, avec beaucoup de choses géniales et puis beaucoup de dérives, avec cette espèce d'injonction à être heureux, cette espèce d'injonction à être bien. Moi, comme je dis souvent aux couples que j'accompagne, même en thérapie, en consultation, je dis voilà, le but de cet espace, c'est pas d'atteindre une espèce de quête illusoire de bonheur absolu dans lequel c'est linéaire. Quand c'est comme ça, c'est la mort en fait, quand c'est linéaire. Voilà, le cœur quand il bat, il fait haut bas, il s'arrête pas. Et puis, j'estime aussi que quand on a tout compris, quand on a tout intégré, on se casse de la terre en fait. Enfin, il y a aucune raison de rester ici. Je pense que par rapport à ça, en tout cas, c'est hyper important de réaliser que de un, on est dans une société qui prohibe la colère, et notamment la colère à l'égard des parents. Parce qu'en fait, tout commence de là. Et les parents, aujourd'hui, c'est aussi l'archétype du gouvernement. Donc, beaucoup de gens ne s'autorisent pas à être en colère parce qu'ils ne s'autorisent pas déjà à confronter leurs propres parents. Amen. Et dans le
dans le couple, alors moi je dirais à Lou, mais dans le couple, voilà, on est aussi confronté au réveil de nos blessures et c'est vraiment ça que je nomme au travers du livre. C'est ô combien l'enfance, en fait, se réactive au travers de la relation et plus particulièrement de la relation de couple, mais aussi la relation de parentalité quand on a des enfants. C'est énorme. Voilà comment on est réveillé, on est rattrapé par notre enfance, par ce qu'on a eu, par ce qu'on n'a pas eu, par nos carences, par les intrusions, par les choses qui ont été bien comme les choses qui ont été cataclysmiques d'une manière ou d'une autre. Et on est confronté à des choix. On est confronté à des choix. Indéniablement, et on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous la même habilité, la même faculté, la même détermination à en faire quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais je crois que les gens oublient la plupart du temps, et moi personnellement je l'ai longtemps oublié, que la colère c'est une émotion qui est restauratrice, c'est une émotion qui répare, c'est une émotion qui a pour vocation de réhabiliter notre intégrité. Et ça on l'oublie. Quand je suis en colère, c'est que d'une manière ou d'une autre j'ai été intrusée, c'est qu'il y a quelque chose qui est rentré dans mon espace de vie, c'est qu'il y a quelque chose qui d'une manière ou d'une autre est venu franchir des limites. Tu parlais tout à l'heure de sidération, faut pas qu'on nous méprenne évidemment à cet endroit-là. Bien sûr que des fois on n'est pas capable de se défendre, pas parce qu'on est nul, mais parce qu'on est sidéré, on est en état de choc en fait. On n'a pas la possibilité, on n'a pas La charge émotionnelle est trop forte. Le cerveau, pour nous protéger d'un arrêt cardiaque, pour nous protéger de quelque chose de gravissime qui mettrait en danger toutes nos fonctions vitales, va mettre en place en tout cas des processus biochimiques qui d'une manière ou d'une autre vont nous sidérer, nous mettre en état de choc, nous dissocier et faire en fait qu'on est complètement inondé de façon on est défoncé en fait, on est défoncé et on peut plus bouger pour anesthésier en fait, pour anesthésier la dose de stress et donc je crois aussi que c'est important de conscientiser à quel point les relations sont un espace dans lequel on va être éprouvé. Et donc l'idée, c'est pas d'annihiler la colère, la rage, la haine parfois, qui, comme on le disait tout à l'heure, sont des émotions. Elles sont là, c'est du mouvement, c'est du vivant, ça nous traverse, c'est comme ça. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Voilà. Qu'est-ce que je vais en faire et comment je vais pouvoir en faire quelque chose de constructif à terme pour notre couple. Et là où je vous rejoins, c'est que nous, avec Paul, on a traversé dans notre jeunesse notamment, mais aussi quand on s'est retrouvés, on a traversé des moments mais de violence extrêmes, enfin extrêmes, on s'est jamais foutu sur la gueule, mais voilà c'est pas se foutre sur la gueule, pour moi c'est pas le pire du pire, il y a plein de formes de violence et il faut pas les mettre sur une échelle de valeur, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on était dans une violence extrême sur le plan moral, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, des choses extrêmement terribles et en même temps, si on n'avait pas, et donc c'est pas une condition, je dis pas absolument qu'il faut partir là-dedans, bien sûr, mais nous, avec nos caractères, avec de là où on venait, tout ça, si on n'avait pas poussé à bout, si on n'était pas allé toucher à cet endroit-là, en fait, on n'aurait pas pu réaliser à quel point on avait déjà un pouvoir de destruction énorme sur l'autre. Donc, on n'aurait jamais pu mesurer la responsabilité qui en découlait. Si moi, je m'étais pas sentie coupable pendant des années d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à la descente aux enfers de Paul dans la drogue dure, si j'avais pas porté ce mal-être et cette comment on appelle ça, ce poids en fait sur les épaules de me dire mais en fait j'ai peut-être contribué à tuer quelqu'un psychiquement, alors j'étais loin dans mes pensées et en même temps c'est parce que je me suis sentie autant coupable, et la culpabilité est une émotion reine parce que c'est une émotion de lien, c'est une émotion qui nous différencie des sociopathes ou des psychopathes, donc heureusement qu'on culpabilise et qu'on prend conscience de nos impacts sur le monde de l'autre. Si j'avais pas connecté à cette culpabilité-là, si on n'avait pas traversé ces zones d'ombre aussi intenses, aussi fortes, et peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas réalisé qu'on peut être un vrai danger l'un pour l'autre. Si on se met à jouer au con, on peut vraiment être un gros danger l'un pour l'autre. Et du coup, on a une énorme part de responsabilité l'un et l'égard de l'autre. Il y a des choses, on n'a pas le droit. C'est interdit, en fait. Et des fois, on a besoin de frapper dans un interdit pour réaliser que, non, en fait, ça, j'ai pas le droit de le faire. Donc, bien sûr que le but, c'est de pas avoir besoin de frapper dans tous les interdits pour pouvoir réaliser que, non, ça, j'ai pas le droit, évidemment. Et on en revient au repère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a des interdits là où il devrait y avoir de la souplesse, et il y a zéro interdit ou zéro conséquence là où il faudrait absolument qu'il y ait un cadre ferme, rigide. Donc forcément, il n'y a plus de repères, et forcément, c'est le bordel, et ça se ressent aussi énormément sur nos relations, en fait. Carrément. Ouais. C'est... Ouais.
C'est bien expliqué. Je pense que c'est assez clair. Mais tu vois, ça rejoignait aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait, dans un couple, tout ce qu'on fait a un impact sur l'autre. Tout ce qu'on fait. Et alors là, tu parles d'un cas extrême où c'est vraiment la violence qu'on peut s'infliger qui vraiment a un impact, évidemment, et peut détruire l'autre. Mais il y a aussi des choses plus subtiles à cet endroit-là. Tous les comportements qu'on va avoir un peu en solitaire, dont on se cache, on se dit ouais, en fait, c'est que moi avec moi. Tu vois, par exemple, la pornographie. Ouais. Moi, je suis partisan maintenant. Alors après, il y a des gens qui arrivent à avoir une consommation raisonnée et continuent à avoir un petit jardin secret dans lequel ils regardent la pornographie et ça peut les égater. C'est très bien pour eux. Mais moi, dans mon expérience du couple personnel, le fait d'avoir continué à consommer même ponctuellement, parce que ça fait longtemps que j'avais énormément réduit. Là, j'ai complètement arrêté. Mais le fait même de continuer à regarder un petit peu, je n'avais pas mesuré à quel point ça avait un impact sur notre sexualité en fait. Ouais. Et on a eu enfin moi en tout cas j'ai vraiment une révélation par rapport à ça dans une dispute qu'on a eue il y a quelques temps où en fait je me suis rendu compte d'à quel point ce truc là que je pensais innocent, que je pensais de l'ordre de mon jardin secret, de mon domaine individuel, en fait à quel point ça avait un impact sur le système couple. Et moi ça a été une occasion de transformation énorme de comprendre ce truc là. Ouais. Vraiment, parce que en fait j'ai vu l'impact que ça avait. Je suis sorti du déni. Je le voyais bien, je l'avais compris intellectuellement, mais je l'avais pas compris dans mon corps en fait. Et grâce à cette dispute là et en expérimentant ce truc là et en me livrant à Anna là-dessus en transparence, c'est quand même pas évident de dire des trucs comme ça. Genre oui, je continue à ça a un impact sur ma façon de regarder les femmes, de faire l'amour avec toi. Je me suis livré là-dessus. Et le fait de m'être livré là-dessus, j'ai vraiment pris conscience de l'impact que ça avait. Donc là, tu parlais d'un cas extrême et même dans des trucs un peu plus subtils comme ça, qui sont même pas. Là, on n'est même pas en train de parler de consommation excessive de pornographie. Ouais. Hein. Ça fait des années que j'ai vraiment extrêmement réduit, tu vois. Mais même ce peu que je continuais à consommer avait un impact sur le couple. Et c'est un exemple parmi d'autres. Mais moi, ça a vraiment fait tilt en fait. Je me suis dit, quoi en fait. Ok, donc ça a un impact en fait. Donc tous ces petits trucs anodins, non, c'est pas anodin en fait. Ouais. Après, je trouve ça intéressant, c'est que tu dis que la pornographie, enfin, de ce que j'en comprends, là, de ce que j'en entends, c'est tu compares avec ce que moi j'ai nommé en disant c'était extrême et en disant la pornographie, par exemple, c'est anodin, ça paraît anodin ou c'est pas extrême. Moi, personnellement, avec mon filtre de perception, j'estime que la pornographie, c'est extrême. C'est extrême. C'est extrême en violence, c'est extrême en conditionnement, c'est extrême en humiliation et en objectisation de la femme. C'est extrême, en fait, le porno. Donc, moi, j'ai été, et je le dis... Mais quand je disais simplement que c'était que ça pouvait que certains pouvaient le voir de façon donnée, excuse-moi juste et je disais ça parce qu'il y a aussi certains types de porno, d'après ce que j'ai compris, qui émergent, porno féministe, tout ça, qui est plus une façon plus érotique en fait et plus sensuelle de voir la chose, et c'était en incluant ce truc là et ces démarches là que je disais ça. Je condamnais pas en général toute consommation de ce type de contenu par tout le monde. C'était la nuance que je faisais, mais par contre je suis d'accord avec toi, tel qu'il est consommé dans 95% des cas, c'est très délétère. Excuse-moi, je te laisse continuer. Non, mais bien sûr, pour moi, par exemple, des plateformes où on peut écouter justement des récits érotiques ou des livres érotiques, c'est pas du porno. Ouais, bien sûr. C'est vrai, c'est de l'érotisme. Oui, c'est de l'érotisme. Tu vois, donc pour moi le porno ça répond à un certain nombre de critères avec des corps soi-disant parfaits aux yeux de la société, des hommes musclés, des femmes fines avec des gros seins, des hanches fines, tout le monde est épilé, tout le monde a les cheveux longs ou je sais pas quoi, voilà, c'est l'homme glorieux debout qui fait des va-et-vient, qui tape comme s'il tapait dans un mur, voilà, non mais tu vois, c'est ça clair. qui est véhiculé dans le porno. Et puis alors, il y a toujours plus de transgression, toujours plus de violence, parce qu'en fait, le cerveau s'accoutume à l'exposition de la violence. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Parce que petit à petit, on se met à banaliser des choses qui sont terrifiantes, et c'est des plateformes masturbatoires donc, qui sont étudiées par des scientifiques de très haut niveau pour générer de l'excitation sexuelle. Donc, tu te retrouves dans des conflits moraux où ce que tu regardes te dégoûte et en même temps t'excite. Donc, les gens vivent avec cette ambivalence. Et puis pour ceux qui sont en couple, en tout cas, si on rajoute pour certains pour qui dans leur couple c'est pas autorisé, donc le secret, l'interdit, le sentiment, mais quelle horreur! Et moi je me dis, en tout cas, moi j'ai été exposée tôt au porno, alors pas tôt par rapport à notre génération, mais quand même relativement trop tôt, indéniablement trop tôt au porno. J'ai eu consommé du porno aussi. Et quand on en parlait avec Paul, je me rappelle une des premières crises de couple qu'on a eues quand on était jeunes, justement
effectivement, je m'étais rendu compte, j'avais découvert qu'il allait regarder des sites pornographiques la nuit, alors qu'il me disait bonne nuit. Alors on était jeunes, on avait 16 ans. J'avais pété un câble, ça avait été un effondrement dans ma vie à ce moment-là, un effondrement. Enfin, ça avait été terrible, terrible. Et en fait, quand on s'est retrouvés plus tard, moi, j'étais encore marquée de cette expérience. Et du coup, parce que j'avais peur de le reperdre ou de repasser pour une nana justement très castratrice, très tyrannique, j'avais complètement accepté qu'il puisse consommer du porno parce que j'estimais que de toute façon, j'avais pas vraiment le droit d'ailleurs de lui interdire. Alors que finalement, avec du recul, on a fini par en parler, puis les années sont passées, puis on en consommait de moins en moins. Et puis au bout d'un moment, vraiment, c'est lui qui est venu me voir et on a eu une discussion. Il m'a dit, mais en fait, je crois que le porno a un impact énorme sur ma sexualité, sur tout ça. Et en fait, là, on a commencé à en parler et en parlant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas OK pour moi. Et c'est comme si je l'avais pas conscientisé ou je m'étais pas autorisée jusqu'à présent de le conscientiser. Et là, j'ai commencé à assumer clairement, à dire, mais en fait, je crois que c'est plus OK pour moi. C'est pas du tout OK pour moi que tu consommes du porno. Mais pas du tout. De la même manière que c'est pas OK pour moi que j'en consomme, ce n'est plus OK pour moi non plus que j'en consomme, c'est pas OK pour moi que nous en consommons. Et j'ai eu de la chance parce qu'à ce moment-là, Paul est rentré complètement en résonance et il m'a dit, mais en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, ça ne résonne plus avec nos valeurs, avec ce qu'on est, avec son problème, ça me dégoûte, je veux plus. Et donc, tous les deux, on a vraiment éradiquer ça de notre vie depuis maintenant un bon moment. Mais par contre, ça n'a rien à voir pour moi avec des lectures érotiques, des poèmes érotiques. Voilà, c'est complètement Tout à fait d'accord. C'est complètement autre chose. Tout à fait d'accord. Non, mais je suis totalement d'accord parce que même en fait, je pense que inconsciemment, même si pareil, moi je disais que ça me posait pas de problème du tout que tu en consommes, je pense qu'inconsciemment ça jouait quand même moi sur le fait que je me compare aussi à d'autres meufs qui sont peut-être plus sexuelles que moi, qui ont peut-être plus d'envie. Et j'ai senti un peu ce truc-là inconsciemment, j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus. Et je pense du coup ça a joué aussi sur moi ma propre perception de ma féminité, de ma sexualité et de ma libido aussi. J'ai beaucoup culpabilisé de pas avoir autant de libido que ce que j'aurais voulu par rapport à d'autres. Et c'est forcément c'est des modèles de femmes et de sexualité qu'on entend beaucoup et aussi beaucoup dans j'écoute pas mal de podcasts, je suis une très grosse consommatrice et il y a beaucoup de podcasts de sexe aussi qui existent sur les plateformes et où il y a des femmes qui racontent leurs expériences, etc. Et je me suis aussi comparée à ces femmes-là alors que la démarche à la base c'est une démarche d'ouverture et de liberté de la femme, etc. Et je me suis rendu compte qu'à force d'écouter des histoires de nanas qui trompent leur mari, qui ont un amant et qui trouvent ça hyper excitant, qui se sont découverts dans leur sexualité en trompant leur mec, franchement ça m'a mis des idées dans la tête et j'étais là mais elles font ça et peut-être que moi je m'interdis des choses, est-ce que je passe pas à côté de quelque chose aussi, tu vois? Et j'ai beaucoup culpabilisé aussi par rapport à ça alors que la démarche à la base de ces podcasts là c'est aussi de nous montrer que qu'en tant que femme on est libre, etc. et qu'il faut se découvrir dans sa sexualité, mais la manière dont c'est fait, moi, ça m'a entraîné beaucoup de culpabilité aussi et je me suis beaucoup comparée à ces femmes-là. Juste une aparté en disant que, tu vois, tu parlais de liberté en disant, oui, c'est des podcasts qui sont censés nous montrer qu'on est libre, que machin. Oui, mais c'est quoi la liberté à nouveau? Est-ce que la liberté, c'est l'absence de contraintes? Est-ce que c'est l'absence de contraintes? Est-ce que la liberté, c'est je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux et je vous emmerde? Est-ce que c'est ça la liberté? Ou est-ce que la liberté, c'est choisir en conscience librement ses contraintes. Exactement, de ce qui nous est proposé et des contraintes qui nous sont proposées. Est-ce que c'est pas ça, en fait, la liberté? Et moi, j'avoue que le fait de se comparer... Alors déjà, moi, j'ai tendance à dire... mais bon, voilà, je contribue à cette culture de la méfiance. Mais si tu veux, c'est vrai que quand t'es thérapeute, tu te rends bien compte qu'il y a un gap énorme entre ce que les gens véhiculent dans leur quotidien et puis ce qu'ils viennent dire, tu vois, à l'abri, en thérapie, où ils savent que ça ne sortira jamais. Là, tu te rends bien compte que il y a beaucoup de gens qui peuvent prétendre certaines choses, alors qu'en fait, en interne, c'est le néant, ou c'est le chaos, ou c'est le mal-être, ou voilà. Donc, le discours narratif peut être aussi un moyen de retrouver du pouvoir ou de se renarcissiser, donc ne jamais oublier ça chez les personnes
qui vont beaucoup véhiculer la liberté sexuelle, le truc et tout. Bon, voilà. Et cette notion de comparaison, et ce que génèrent ces podcasts, ça montre bien que en fait, c'est comme tout dans la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi des dérives, il y a toujours la contrepartie. Il y a quelque chose de très solaire, de très lumineux. Et puis, il y a l'ombre qui vient avec. Et l'ombre, elle est nécessaire aussi, parce qu'elle met en lumière, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, ce qui se veut caché, ce qui se veut inconfortable et incommodant. Mais ça montre bien aussi que, à nouveau, sous couvert d'émancipation et de liberté, on crée de nouvelles prisons intérieures. Et ça, c'est dans toutes les dimensions de la vie humaine. Ouais, peut-être. Mais ce truc, c'est aussi que on vit dans une société du spectacle, hein, et en fait, j'ai l'impression que nos rapports sont médiatisés par des images. C'est-à-dire que à travers toutes ces images pornographiques et toute cette hypersexualisation, tous ces récits, en fait, eh bien, ils viennent s'intercaler dans le rapport qu'on peut avoir avec les autres. Et en fait, j'ai l'impression que parfois, il y a des mecs, tu vois, ils font, tu vois, je vois ça chez des gars, par exemple, qui ont absolument besoin de conquête pour exister. Et en fait, parfois, ils font pas l'amour à une femme, ils font l'amour à l'image qu'ils projettent sur cette femme. Et en fait, je pense qu'on fait tout ça à un certain niveau, même dans le cadre du couple. Et tu vois, et quand on se raconte des histoires de ah ouais, je suis pas assez comme ceci ou pas assez comme ça, on met une image dans notre rapport à nous-mêmes et qui nous empêche vite finalement d'accueillir le vivant et la vie telle qu'elle se présente spontanément en nous. Et je pense que la pornographie est un très 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 puissant une image très puissante parce qu'elle suscite énormément de stimulation. C'est extrêmement c'est hyper stimulant une image pornographique, et donc ces images-là comportent le risque de médiatiser, c'est-à-dire de colorer énormément le rapport qu'on va avoir aux autres. Et en fait, moi, je prône de retourner à une sexualité qui serait une sexualité de l'écoute du vivant en nous. Tu vois, quelque chose qui est beaucoup plus sensoriel, qui est moins médiatisé par l'image, en fait. J'ai l'impression qu'on meurt de cette prévalence de l'image qui vient en fait tuer le vivant. Parce que l'image, finalement, c'est un cliché qui tue le vivant. Dès que tu immobilises quelque chose dans une image, tu tues ce qu'il y avait de vivant dans ce qui était vécu à l'intérieur, dans ce contenu vivant, dans ce contenu vécu, cette tranche de vie. Tu la tues à travers l'image. Et je pense que retrouver une sexualité épanouie, c'est retrouver ce qu'il y a de vivant en dessous de l'image. Et c'est pour ça, tu parlais tout à l'heure de retrouver, justement, d'arrêter de se raconter d'histoires de je suis pas assez de ça. Et justement, moi, tu disais, moi, je suis pas assez sexuel, entre guillemets, au sens de la société. Et moi, c'est ce que j'aime chez toi, en fait. Et du coup, ça fait naître aussi une sensualité chez toi que j'ai connue chez aucune autre femme, et c'est ça que j'aime chez toi, tu vois. Et ce que tu mettais en question chez toi, c'est ce que j'aime chez toi, en fait. Et que j'aime d'autant plus que moi-même je fais le travail de plus me laisser happer aussi par le pouvoir et la puissance fascinatrice des images. Ouais. Oui, je pense que c'est avoir le culot finalement de retrouver quelque chose d'assez ordinaire. Ouais. Parce que je crois aussi qu'on est dans une société qui ne supporte pas l'ennui, qui ne supporte pas le vide, qui ne supporte pas la frustration. Et je crois que reconnecter, ce serait l'enjeu, de retrouver une sexualité plus ordinaire, plus simple aussi sur certains aspects, moins fantastique, moins fantasmagorique, moins théâtral. Ça veut pas dire qu'on peut pas évidemment s'éclater, faire des jeux, tout ça. Mais ça veut simplement dire que, il y a quelque chose, je sais pas, est-ce que, tu vois, c'est comme si j'avais le sentiment que ce soit sur les réseaux ou les films, on a beaucoup tendance à nous montrer qu'on pourrait avoir cette vie incroyable, extraordinaire, d'empouvoirment, avec beaucoup d'argent, voyager, rencontrer plein de gens. C'est cette vision de la réussite. Alors qu'en fait, quand on réfléchit ou quand on regarde autour de nous, et je m'inclus dedans, on a une vie plutôt simple, plutôt standard, je dirais, pour 95% des humains. Et je crois qu'il faut commencer à faire le deuil de ce théâtre, en fait, qu'on nous présente en permanence, de ce sensationnel,
et se dire, mais en fait, la vie, c'est de se réveiller le matin, c'est de prendre son petit déj, de se laver les dents, d'aller au travail, mais pas dans le côté, voilà, s'enfermer, métro, boulot, dodo, c'est pas ça, mais c'est dans le côté aussi, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Je vois bien sûr. le truc, l'ordinaire, en fait, et on va vivre dans l'ordinaire, et on va avoir aussi une sexualité ordinaire et sortir de ces dérives. Et ça, moi, je trouve que ça a été beaucoup pris à la spiritualité. Cette spiritualité qui arrive et qui nous dit... et pourtant, j'estime avoir expérimenté des moments d'amour, de connexion avec Paul en faisant l'amour extrêmement puissant, extrêmement fort. Mais finalement, rien de plus fort que déjà des moments très forts du quotidien où on va se prendre dans les bras, où je peux pleurer dans ses bras parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Au contraire, on peut partir dans une énorme crise de fou rire. Et je me dis, mais en fait, ces moments qu'on met comme le Graal pour un couple qui est fonctionnel, si je puis dire, et qui est dans la complicité, dans le partage, c'est rien de plus que, tu vois, une autre dimension dans laquelle va s'exprimer cette intimité, cette complicité. Et on a tendance à en faire, voilà, quelque chose de divin. Voilà, alors, toujours ces mots, c'est divin, c'est magnificent. On emploie des grands vocabulaires, mais je crois que ça atteste assurément de notre rêve d'être embarqué comme dans un Disney, quoi, comme dans un truc. Et des fois, c'est le cas, mais il y a plein de fois où ça l'est pas. Et c'est pas parce que ça l'est pas que du coup, c'est pas magnifique dans son ordinarité ou dans sa simplicité, quoi. Et je crois que c'est aussi ça, voilà, retrouver cette douceur-là, quoi. Je pense qu'il y aura un truc à écrire sur le... J'ai l'impression qu'on est une civilisation de la dopamine. Parce que Oui, ce que tu es en oui. train de décrire, là, c'est vraiment l'opposition entre l'addiction à la dopamine, c'est-à-dire Oui, ce oui, comportement, tu vois, de chasser en permanence, d'être en permanence dans la quête et dans la frénésie, qui est l'archétype du désir, c'est-à-dire du dépassement, de la transgression, c'est-à-dire un accomplissement qui passerait par la transgression en permanence, versus justement apprendre à aimer ce qu'on a déjà, c'est-à-dire apprendre à regoûter à la saveur des joies simples de l'existence, et qui un peu plus de façon schématique et connectée à la sérotonine, tu vois, et à toutes ces pratiques, tu vois, pendant la pratique méditative et tout. Et j'ai l'impression que c'est passionnant. Ouais. Surtout quand on voit que ça a l'effet inverse au final. Que cette recherche constante de dopamine, elle nous fait affaler sur nos canapés devant nos iPhones et on fait moins l'amour qu'avant. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui est pas forcément... ça ne connecte pas. Qui n'est pas connecté, quoi. Ouais. Au résultat qu'on voudrait avoir, quoi. En fait, c'est peut-être avoir le courage d'épouser le réel tel qu'il est, parfois dans son côté un peu frustrant, et de savoir en goûter la saveur. Ouais. Peut-être que c'est un bon mot pour terminer cet entretien. Ouais, complètement. Merci Maureen. C'était vraiment passionnant. Merci pour cet échange. Oui. Est-ce que tu as quelques petits mots à dire Merci à tous les deux, et puis merci à ceux qui nous ont écoutés aussi. Ouais. Super. Eh ben, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller suivre Maureen sur les réseaux sociaux. Maureen Mêlé, c'est ça. On vous remettra tous les liens de toute façon en description du podcast. Et on espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit like si ça a été le cas. Nous envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux, @la voix du couple, et à partager cet épisode autour de vous. Et à aussi vous procurer l'excellent bouquin de Maureen si on vous a donné envie, je l'espère, à travers cet épisode. Allez, on vous dit au prochain épisode. Yes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.